Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Avec elle, nous pouvons chanter, véhiculer des émotions, communiquer, réparler. Parfois instrument, tantôt outil de travail, elle peut s'altérer, se travailler, mais aussi disparaître ou même ne jamais exister pour certaines personnes. Elle peut faire partie de notre personnalité, de notre identité ou être source de complexes. Elle fait vibrer beaucoup d'entre nous, que nous l'émettions ou la recevions. Je suis la voix. Point d'émission de télé-réalité des années 2000. Aujourd'hui, nous allons vibrer au son de la voix au Labo des Savoirs et ce sera en compagnie de nos invités en studio, à commencer par Lucie Bevard, orthophoniste, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Olivier Crouzet, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur Nantes Université au LLING, le laboratoire de linguistique de Nantes, et vous êtes spécialiste des mécanismes de perception et de production de la parole. Et pour terminer, Éric Paturel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au laboratoire de mathématiques Jean Leray, au département de mathématiques, également à Nantes Université. C'est une émission préparée dans le cadre de la Nuit Blanche des chercheurs 2023, organisée par Nantes Université et qui aura lieu le 2 février prochain à Stéréolux, ainsi qu'à la Halle 6, et vous pouvez retrouver toute la programmation de cet événement sur Internet. Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Une édition de la Nuit Blanche des chercheurs sous le thème Vibration, comme celle de la voix, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La voix donc, élément de communication chez les humains, humains et animaux, qui permet de véhiculer des informations, mais aussi des émotions, des intentions, par le biais de mots ou tout simplement de sons. Mais comment est-ce que ces sons sont produits, Lucie Bevard, ou tout du moins chez l'espèce humaine ? Alors en fait, il faut vraiment imaginer que la voix, c'est un instrument à vent. Donc on va le diviser en 3 parties. Il y a une partie source d'énergie, qui est chez nous la force expiratoire, une partie vibrateur, que seront les cordes vocales, et parfois d'autres lieux de vibration que je pourrais exposer un peu plus derrière. Et puis la partie résonance, c'est-à-dire que là, au-dessus des cordes vocales, tout l'espace que va traverser le son va s'enrichir en résonance, et ce qui donnera le timbre propre à chacun. Donc ça fait vraiment appel à plusieurs parties de notre corps. C'est pas localisé uniquement au niveau des cordes vocales comme on pourrait parfois l'imaginer. Effectivement, on résume souvent la voix aux cordes vocales, mais en fait c'est un instrument corporel. Tout le corps est engagé dans la voix, puisque finalement on peut même se dire qu'en fonction de la posture qu'on va employer, notre voix pourra être modifiée. Et les cordes vocales, d'ailleurs, qui n'ont rien de cordes ? N'ont rien de corde, effectivement. Donc, elles se trouvent dans le larynx, qui est un tube cartilagineux qui fait suite à la trachée. Et il faut imaginer que ce conduit va être rétréci à un endroit, et que c'est ce rétrécissement qui va former 2 plis vibrants, qui sont en fait ce qu'on appelle les cordes vocales, mais qui ne sont en fait effectivement pas des cordes, mais des replis dans le conduit. Des espèces de nappes, quand elles vont se toucher peut-être C'est ça, exactement. Donc comme 2 lèvres qui, lorsqu'elles viennent en contact et avec une force expiratoire suffisante, vont se mettre à vibrer. Donc on part des poumons. On part des poumons. Et on remonte petit à petit. On remonte dans le conduit respiratoire jusqu'à rencontrer des cordes vocales qui se sont mises en contact. Et on dit qu'il faut une force, une petite pression suffisante pour que les cordes vocales commencent à vibrer. Et ensuite, cette vibration va se transmettre dans toutes les cavités au-dessus de ces cordes vocales. Donc ça peut passer par le nez, par la bouche, on peut penser à... Par le nez, par la bouche, en fonction de la forme que l'on va donner à ces cavités, ça va pouvoir donner des voix différentes. Donc par le simple biais de la bouche, on peut avoir vraiment des sons différents évidemment, mais on peut avoir des tonalités différentes. Alors les tonalités, la hauteur de la voix va vraiment être
produites par les différences de formes que vont prendre les cordes vocales. On parle de mécanismes vocaux. Donc, les cordes vocales sont donc, on peut les imaginer comme deux lèvres qu'on va pouvoir étirer pour les rendre plus ou moins longues, plus ou moins rigides. Et en fonction de la qualité de vibration de ces deux lèvres, on pourra faire des sons graves, des sons aigus, des sons un peu bizarres, comme celui-là. Voilà. Il existe 4 mécanismes différents dans la production vocale, donc qui correspondent à 4 équilibres musculaires différents au sein du larynx. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces 4 mécanismes? Voilà, donc le premier que je faisais à l'instant s'appelle le fry. On peut trouver beaucoup d'exemples, notamment chez certaines femmes américaines qui parlent comme ça, et c'est très à la mode voilà, chez certaines personnes. Donc voilà ce premier mécanisme laryngé. Le deuxième, que l'on pourrait rapprocher de ce qu'on appelle la voix de poitrine, qui est un mécanisme qui va mettre en jeu la vibration de la totalité des plis vocaux. C'est les sons, globalement, les sons plus graves. Donc là, comme je suis en train de vous parler, je vous parle dans le mécanisme 1. Si je parle à cette hauteur-là, je vais vous parler dans le mécanisme 2. Dans ce mécanisme-là, les cordes vocales vont vibrer seulement sur leur partie superficielle. Donc c'est un mécanisme qu'on dirait plus léger. Et puis il existe un dernier mécanisme que je ne pourrais pas vous fournir aujourd'hui, mais il faudra écouter pour ça Maria Carey, par exemple, et qui sait très bien faire ce qu'on appelle la voix de sifflet, qui est le mécanisme 3. Voilà, donc le fry, mécanisme 0, mécanisme 1, la voix la plus grave. C'est dans cette voix que parlent les hommes. Les voix de femmes iront plus naturellement, en tout cas dans notre culture française, mixées entre le mécanisme 1 et le mécanisme 2. Et les voix sont vraiment un mélange de tous ces mécanismes? Tout à fait. Avec des tendances en fonction des individus, qu'on soit homme ou femme? Tout à fait, en fonction des individus, en fonction des cultures également. On ne va pas utiliser les mêmes mécanismes vocaux. La voix de sifflet est vraiment une voix qui est utilisée dans les cours d'école par les petites filles ou les petits garçons qui crient, par certaines chanteuses qui l'emploient aisément. Mais c'est une voix qui ne sera pas utilisée dans la conversation. Qu'est-ce qui fait qu'on a des voix différentes, finalement, selon les individus? Est-ce que c'est comme les empreintes digitales, elles sont vraiment propres à chaque personne? Oui, la voix est propre à chaque personne en fonction déjà de notre anatomie, de comment est-ce qu'on a été fabriqué. On va avoir un conduit vocal qui aura une taille particulière, une forme particulière, des cordes vocales qui auront une longueur particulière. Et donc ça, c'est pour parler de l'aspect vibrant. Mais évidemment, vous l'avez compris, il y a aussi tout cet aspect résonnant. Donc en fonction de la taille de mon pharynx, de ma liberté d'articulation dans la mâchoire, de la manière que je vais avoir de bouger ma langue, de ce que je vais faire avec mon voile du palais qui isole les sons de la bouche des sons du nez. Voilà, tout ça fera que ma voix sera la mienne et pas celle de la voisine ou du voisin. J'ai oublié les lèvres, mais aussi les mouvements labiaux, bien sûr, participent au timbre de chacun et de chacune. Si nos différences anatomiques participent évidemment à la façon dont nos voix sont faites, est-ce que ça veut dire que des jumeaux auraient des voix identiques? Alors, des jumeaux pourraient certainement avoir des voix identiques et sans aller aussi loin que ça. Je pense que souvent, au sein d'une même famille, entre la mère et la fille, parfois, quand ça décroche au téléphone, on ne sait pas trop qui c'est, parce qu'il y a une histoire de mimétisme familial souvent. Donc voilà, on peut même aussi penser à cet aspect-là de mimétisme vocal. Et au sein d'une même famille, quand on a des garçons, il se passe ce moment à l'adolescence qui s'appelle la mue de la voix des garçons. Mais qu'est-ce qui se passe à la puberté? Donc il y a deux éléments différents. Il y a à la fois l'élément de croissance et effectivement aussi l'élément de mue. Donc il va y avoir à la fois une croissance de l'organe phonatoire chez l'homme, donc avec un accroissement de la taille du larynx. Donc forcément,
Si on parle de volume de résonance, on aura déjà là quelque chose qui aura une taille bien plus grande. Et puis, il va y avoir aussi un changement au niveau même de la masse des cordes vocales qui va aussi être différente du fait de l'imprégnation en testostérone. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la plus grande différence qui se crée entre les voix féminines et masculines? Oui, tout à fait. C'est vraiment au moment de la mue que ce changement se fait, voilà, chez les garçons qui deviennent de jeunes hommes. Et est-ce qu'on observe des différences vraiment de voix entre les voix parlées, les voix de tous les jours, on va Mhm. dire, qu'on va demander la baguette à la boulangère, et la voix de chant pour notamment des professionnels? Il y a vraiment une différence marquée? Oh oui, il y a une différence marquée. Je compare souvent ça entre la marche et la course. Donc, bah, voilà, quand je me balade tranquillement, bah, ma voix, je fais pas de très grands gestes, j'ai pas besoin d'être très habile, ça se débrouille assez bien. Par contre, si je commence à demander à mon corps à faire de la course, ou du saut de haie, non, comment on appelle ça là? Oui, il va falloir que je sois extrêmement précise et bien plus ample dans mes mouvements. Donc le chant, c'est un peu ça, ça va demander beaucoup plus d'ampleur dans tous les mouvements et tous les gestes de l'appareil phonatoire. Donc au niveau respiratoire, le geste sera différent et plus ample. Au niveau des cordes vocales, eh bien, on demandera aux cordes vocales, évidemment, de sortir de la quinte, voire de l'octave dans laquelle elle se trouve en voix conversationnelle. Là, je pense à Ima Sumac, par exemple, et qui est capable, sur un morceau, d'aller gravir 2 à 3 octaves. Donc voilà, on va lui demander de grandes enjambées à cette chanteuse-là. Et puis, l'organisation des résonateurs sera aussi bien différente dans la voix chantée. En fonction de si on a besoin d'être sonorisé ou pas, on aura besoin de faire appel à des résonateurs qui permettent d'amplifier l'émission sonore. Donc c'est un véritable apprentissage Ah de oui, savoir utiliser tous ces organes. tout à fait. Oui, ça prend du temps. Beaucoup de temps et d'expérience. Oui. Est-ce que mathématiquement, Éric Paturel, on voit ces différences, par exemple, entre hommes et femmes, entre voix chantée et voix parlée, quand on essaye d'analyser la voix, qui sera le sujet de la deuxième partie de notre émission? C'est un petit teasing. Alors effectivement, on peut enregistrer les voix, c'est des choses qui se font depuis à peu près un siècle et demi, alors selon les différentes techniques. Une fois qu'on les a enregistrées, on peut essayer de les analyser, et là ça demande effectivement des outils mathématiques qui sont cachés maintenant dans des logiciels ou dans des machines. C'est vrai qu'on observe des différences. On fabrique donc des spectres des voix, on arrive à mesurer la hauteur de la voix. Alors, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais cette hauteur de voix, elle se mesure avec des fréquences, hein. L'unité, c'est le hertz. Et donc, on a des voix qui peuvent descendre assez bas. En général, on est entre 100, 200, 300 hertz. Donc, c'est le nombre de battements de ces fameuses lèvres, ces fameuses cordes vocales par seconde, hein. 200 ou 300 battements par seconde, c'est assez élevé quand même. Et puis, évidemment, avec le chant, on peut aller beaucoup plus haut, on peut chanter. Donc, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Et on arrive, ne serait-ce que pour appréhender ce spectre, on a besoin d'outils mathématiques. Et ensuite, pour essayer de détecter, de savoir qui parle, ce que dit la personne, là, on a vraiment besoin d'outils très perfectionnés, des choses qui sont récentes, en fait. Et on arrive à voir ces vibrations Typiquement, un micro tel que celui que j'ai devant moi, il transforme une vibration de l'air, donc une vibration de pression de l'air. Alors, il faut voir que la différence de pression entre le haut et le bas, là, c'est vraiment des différences très faibles, hein. Les micros ont des dispositifs qui permettent de transformer ces vibrations de l'air en vibrations électriques. Le signal qui est devenu un signal électrique, et puis un signal électrique, on a les moyens de l'amplifier, de le voir beaucoup plus grand. On peut éventuellement le ralentir, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, c'est de l'appareillage physique et électronique qui permet de voir directement le son. La voix, on peut aussi... Alors, je redis la voix, mais en fait, je parle des cordes vocales. On peut aussi les voir. Donc, à l'œil nu, on n'appréciera pas la vibration, comme tu le disais, puisque ça vibre bien trop vite. Mais en appliquant sur elle une lumière stroboscopique, on va pouvoir
voir le mouvement, apprécier le mouvement des cordes vocales dans une sorte de ralenti, ce qui, dans le champ médical, va être drôlement intéressant parce que ça va nous permettre d'apprécier la qualité de l'ondulation des cordes vocales et éventuellement de déceler la présence de lésions sur ces belles cordes vocales. Nemám čas strach, tak sedím sama, tak sorry. Shortcut, long story. Trochu bezvědomí, trochu in and out, celkom solo ride. Jsem zas sama na hotelu, že jsem se vůbec vzala na hotel. Všechno je boring, tak podej drink. Co to vypnu, zase lehnu, nechci domů. Nemám čas strach, tak sedím sama, tak sorry. Shortcut, long story, trochu bezvědomí, trochu bezvědomí. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Vous êtes au Labo des Savoirs, nous sommes de retour en studio après avoir écouté Solo Drive de Tokyo Drift. Et nous sommes toujours en compagnie de Lucie Bevard, orthophoniste, Olivier Crouzet, linguiste, et Éric Paturel, mathématicien, pour parler de la voix. Et après avoir vu les mécanismes de production de la voix, sa physiologie à l'intérieur de notre corps, voyons maintenant comment la décrire et l'analyser. Donc on a commencé à en parler un petit peu avant la pause musicale. Et qu'est-ce qu'on voit finalement quand on essaie de décomposer cette voix ? On voit des fréquences, on voit des motifs qui se répètent. Voilà, alors au départ, on voit un signal qui est donc une courbe qui oscille énormément, donc qui oscille très vite. Les vitesses d'oscillation typiques pour une voix, c'est autour de 200-300 fois par seconde, donc c'est quelque chose qui oscille très vite. Et puis avec une enveloppe qui bouge aussi beaucoup, selon qu'on prononce plutôt des voyelles ou plutôt des consonnes. Les consonnes ont tendance plutôt à atténuer l'amplitude et les voyelles plutôt à l'étendre. Donc on observe ce qu'un mathématicien appellerait une fonction assez compliquée. Une fonction mathématique. Une fonction mathématique, la courbe, le graphe d'une fonction. Et essayer de faire des choses avec ça, ça peut être l'objet d'études mathématiques, effectivement. On parle souvent en musique et pour la voix d'harmonique. Est-ce que ça vient justement de l'analyse mathématique de la musique et de la voix ? Alors tout à fait, oui. On peut, si on fait de l'acoustique, on peut essayer de décomposer les sons en briques fondamentales, on va dire. Alors en mathématiques, on appelle ça des sinusoïdes.
Donc c'est des fonctions qui sont très régulières, mais qui oscillent. Et donc la fréquence d'oscillation de ces sinusoïdes, eh bien, c'est ce qu'on appelle la fréquence du son. Alors c'est quelque chose qu'on voit facilement plutôt quand on fait vibrer des cordes, alors les vraies cordes, comme dans une guitare. Une corde qui vibre. Alors, on peut faire l'expérience chez soi facilement si on a une guitare. On prend son téléphone et on filme en vidéo assez près de la corde de guitare. On voit arriver un certain nombre de formes. La caméra filme un certain nombre de fois par seconde, mais la vibration de la corde est beaucoup plus rapide et donc l'appareil photo ne prend que quelques états comme ça de temps en temps, même si c'est une vingtaine ou une trentaine de fois par seconde. C'est beaucoup moins rapide que la vibration de la corde. Et donc, finalement, l'appareil photo fixe certains états de la corde et qui sont des états qui ressemblent à des sinusoïdes. Enfin, c'est des choses assez rigolotes à faire. Je vous encourage à essayer chez vous si vous avez une guitare. Une corde, elle vibre. Donc, il y a une vibration fondamentale qui est la plus grave. Et ensuite, vous avez des fréquences qu'on appelle donc des harmoniques qui sont en fait des multiples entiers de la fréquence de base. Et donc, si vous avez une corde de La qui vibre à 440 Hz, eh bien, en fait, vous avez un autre mode qui est à 880, puis un autre qui est à 3 fois 440, etc. Qui sont des modes, du point de vue de l'amplitude, qui sont moins importants, la plupart du temps, mais qui constituent aussi la signature du son en question, qui rentre dans la notion de timbre de ce son. Voilà. Donc c'est vraiment cette fréquence fondamentale dont vous nous parlez qui définit mathématiquement la définition d'une note. Voilà, exactement. Et on voit ensuite, c'est comme des espèces de bâtons de puissance de plus en plus faible. Voilà, les amplitudes sont plus faibles et en fait on entend essentiellement la note fondamentale qui caractérise la note d'un point de vue musical. Et ensuite on entend ces harmoniques. Alors ça arrive assez souvent. Typiquement, les guitaristes jouent avec les harmoniques en fixant artificiellement avec leurs doigts, alors pas en appuyant sur la corde jusqu'au manche, mais en fixant la corde à une certaine fraction de la longueur de la corde, et on entend ces harmoniques très facilement. Même un guitariste débutant arrive à faire ça. Alors, cette analyse permet de voir quelles sont les notes, entre guillemets, qui sont jouées par la voix. Est-ce qu'on a d'autres informations de par cette analyse en fréquence? J'imagine qu'on ne peut pas connaître vraiment l'intention cachée derrière la parole qui est analysée, mais est-ce qu'on a d'autres informations peut-être sur le débit de parole? Alors là, on rentre effectivement sur l'analyse de la parole. Là, c'est un univers donc, qui s'appuie bien sûr sur l'acoustique, mais sur lequel il y a beaucoup de choses à rajouter, on va dire, puisque là, on va commencer à parler de phonèmes, on va parler de choses qui sont finalement dans le temps, de la durée de l'ordre de une demi-seconde, ce genre de choses, ou un peu plus court encore. Là, on parle de l'enveloppe, là, pour le coup, des amplitudes. Et typiquement, maintenant, nos assistants qui nous ont rejoints, là, les fameux Alexa, Siri et tout ça, sont en mesure de détecter les phonèmes et arriver à fabriquer des phrases qu'on est censé avoir prononcées. Et pour le coup, ça marche relativement bien. Alors, il y a des domaines d'application plus ou moins bons, mais en tout cas, ces 10 dernières années, il y a eu quand même pas mal de choses de fait qui permettent à des automates, hein, finalement. Alexa et Siri ne sont pas doués d'intelligence. Voilà. Ce sont des automates, ce sont des programmes d'ordinateur, et ils arrivent à reconnaître, à identifier non seulement les phonèmes, mais un peu plus loin, des phrases, et ensuite arriver à répondre aux questions. Alors là, c'est encore autre chose. Et cette reconnaissance vocale pose des questions, parce que en effet, on a fait la comparaison en début d'émission qu'on la voix serait presque comme une empreinte digitale et qu'elle serait propre à chacun. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Olivier Crouzet. Oui, tout à l'heure, en fait, vous avez comparé la voix des empreintes digitales. En fait, ça supposerait que la voix est un phénomène qu'on pourrait utiliser pour identifier de manière quasi certaine une personne. Or, c'est pas du tout le cas, en fait. Si effectivement les propriétés corporelles de l'individu jouent pour produire une voix qui a des propriétés uniques et qu'on peut reconnaître effectivement dans notre environnement très proche, on peut reconnaître la voix de son père, de son frère, de sa sœur,
avec une assez grande certitude, c'est parce qu'on reconnaît dans un espace extrêmement réduit. En fait, on a très très peu de choix possibles, mais en réalité, si on nous fait écouter une voix parmi un ensemble d'individus qu'on ne connaît pas forcément, en fait, là, la tâche est extrêmement plus complexe et aujourd'hui, on est incapable de garantir l'identification d'un locuteur à partir de sa voix. Et ce problème est rencontré aujourd'hui de manière directe dans des tribunaux dans lesquels on essaye de faire intervenir cet outil-là que serait la reconnaissance du locuteur à partir de sa voix pour déterminer la culpabilité ou l'innocence d'une personne. Et ça pose de gros problèmes scientifiques, en fait. Et l'analyse de la voix, de façon générale, est aussi beaucoup plus complexe que juste une fragmentation en spectre ou en fréquence, puisque notamment sur la façon dont on parle, déjà en français, on mélange consonnes et voyelles qui d'ailleurs n'ont pas la même définition qu'on soit littéraire ou qu'on soit linguiste, il me semble. Oui, souvent on entend dire il y a 5 voyelles en français, I, E, A, O, U. On en oublie d'ailleurs en faisant ça. En fait, c'est parce qu'on se réfère uniquement probablement à des choses qu'on a vues à l'école qui concernent l'écrit, qui concernent des tracés en fait graphiques. Mais pour un linguiste, en fait, le langage, c'est le langage oral. En fait, c'est principalement et avant tout le langage oral. Un enfant, il acquiert quasiment la plus grosse partie de sa langue avant même de commencer à apprendre à écrire ou à lire. Donc le langage oral qui passe par la voix, c'est le fondement même de la langue. Et de ce point de vue-là, en français, on a plutôt 10, 12 voyelles distinctes. Ça dépend en fait comment on compte les voyelles, c'est assez variable. Et on a des langues dans lesquelles on a moins de voyelles. En arabe standard, par exemple, traditionnellement, on dit qu'on a 3 timbres vocaliques avec des variations de durée et de longueur. Et puis, il y a d'autres langues dans lesquelles on va avoir beaucoup plus de voyelles distinctes. Des langues dans lesquelles, par exemple, on va rajouter des tonalités qui font que, comme en chinois mandarin, par exemple, qui font qu'on va démultiplier le nombre de voyelles différentes à partir d'un même timbre. Pour nous, le timbre, dans ce cas-là, c'est la forme du conduit vocal, en fait. Le nombre de voyelles qui caractérise une langue dépend de la langue et dépend pas de l'écrit, en tout cas, surtout dépend de l'oral. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir une voyelle finalement, s'il en existe une dizaine en français, mais un petit peu moins en arabe, et puis qu'il y a une autre fonction, j'ai l'impression. Ouais, déjà, le principe, c'est un principe phonologique, en fait. La phonologie, c'est la discipline qui s'intéresse à la structure des langues, en fait, la structure orale des langues. Et un principe, c'est d'étudier, par exemple, ce qu'on appelle les paires minimales. Par exemple, en français, bête, bat constitue une paire minimale. On a 2 mots qui ont des structures sonores à peu près identiques. Mais il y a une différence entre ces 2 mots, c'est la voyelle du milieu, la voyelle au milieu du son, du son, du mot, A, E. Et donc, à partir de cette constatation que ces 2 mots forment ce qu'on appelle une paire minimale, on décide que dans la langue, en fait, il y a une opposition entre ces voyelles A et E, et ça nous permet de dire, en fait, il y a 2 voyelles qui se différencient. Donc, à partir d'une reconstruction comme ça, à partir de l'étude des différents mots de la langue, on peut dénombrer, en fait, le nombre de voyelles différentes. Pour revenir sur la question de c'est quoi une voyelle, parce que finalement, traditionnellement, on différencie voyelle de consonne. Alors, il y a différentes manières de répondre. Il y a une manière simple de répondre, c'est de dire une voyelle, c'est un objet linguistique sonore qui peut être produit avec une relative stabilité du conduit vocal. Par exemple, je peux maintenir la voyelle, je peux dire « ah », je produis une voyelle. Par contre, il y a beaucoup de sons dits consonantiques en fait, qu'on peut difficilement produire de manière continue. Donc, ce qu'on appelle les occlusifs, comme T, P, par exemple. Je ne peux pas maintenir la production de ces sons. Alors, il y a aussi en fait, d'autres sons dits consonantiques qu'on peut maintenir, comme S ou J, qui sont définis comme des consonnes. Donc après, les arguments qui vont décider que tel son est une consonne, tel son est une voyelle, c'est aussi des arguments liés à l'organisation de la langue. Donc en gros, on peut dire les mots, dans la plupart des langues en tout cas,
inclut nécessairement une voyelle, mais on va avoir des consonnes qui vont s'adjoindre sur les bords. Donc, on peut avoir un mot comme où, où est-ce que tu vas? Mais on va pouvoir rajouter en fait un te devant pour faire tout, un te derrière pour faire tout, etc. On n'a pas, en tout cas dans le dictionnaire, on n'a pas de mots, en tout cas pour la langue française, on n'a pas de mots qui seraient caractérisés uniquement par une consonne. Par contre, dans la langue, dans la pratique spontanée de la parole, en fait, ça arrive assez fréquemment qu'on produise des mots qui sont caractérisés uniquement par une consonne parce qu'on va faire sauter, on va enlever des voyelles en fait dans la prononciation. Je te vois tout à l'heure, en fait, j'ai enlevé des voyelles pour produire des mots avec juste une consonne. En fait. Et une conversation se fait donc souvent en sautant des voyelles, Ouais, en sautant et des des mots consonnes aussi. et des consonnes, mais ça fait pas tout pour une Ouais. phrase, pour pouvoir discuter avec quelqu'un ou faire passer un message. Il y a aussi un ton, un rythme, une intention. Tout ça, ça fait partie aussi de l'exercice de la voix. Et vous avez parlé du contexte juste avant. Est-ce que ça fait partie aussi de cette analyse qu'on peut faire de la voix au-delà des lettres? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, quand on parle de rythme, il y a les variations de débit. Tout à l'heure, Éric Paturel parlait de variations de débit. Effectivement, quand un locuteur parle, nécessairement, il varie son débit à l'intérieur d'un même énoncé. Et ces variations de débit, évidemment, elles vont avoir des impacts sur les caractéristiques à la fois articulatoires, physiologiques de la production, et puis évidemment acoustiques. Donc, par exemple, quand dans un énoncé ou que je prononce rapidement, je prononce la même séquence bas, par exemple, en fait, la voyelle va durer plus longtemps, mais on va aussi avoir des modifications importantes de la trajectoire des articulateurs qui servent à produire le lien entre ce qu'on appelle la consonne et ce qu'on appelle la voyelle. Et donc, ça a des effets importants sur les propriétés sonores des sons. Oui. Est-ce que ça permet de donner finalement aussi du sens aux mots sur la Ah, façon dont on le Ouais. prononce? Alors oui, bien sûr, il y a aussi donc dans tout ce qu'on appelle les phénomènes prosodiques, en fait, la prosodie de la parole, qui inclut les variations de rythme, les variations de hauteur tonale, les variations d'intensité sonore, qui vont permettre à un locuteur d'insister sur une partie du discours, de changer la signification de ce qu'il dit, par exemple, pour différencier une phrase assertive, affirmative, d'une phrase interrogative, par exemple. On va jouer sur les variations de hauteur. Par exemple, si je dis tu as cours aujourd'hui et tu as cours aujourd'hui, évidemment, ça n'a pas la même signification pour mon interlocuteur. Donc, toutes ces variations-là, en fait, donc les variations de hauteur vont correspondre à des variations de fréquence de vibration des cordes vocales. Les variations de débit vont correspondre à des changements de vitesse d'articulation. Donc c'est différent, c'est à un niveau différent de la vitesse de vibration des cordes vocales. C'est plus lié à la vitesse d'ouverture du conduit vocal, par exemple, pour produire bas. Et puis les variations d'intensité sonore vont impliquer aussi des variations de flux d'air en provenance des poumons, par exemple. On va produire un flux d'air plus important pour produire une intensité sonore plus élevée. J'imagine que les émotions jouent également sur la façon dont le message est passé. Et là, je m'adresse tout autant à vous qu'à Lucie Bevard à côté. Vous devez probablement observer des différences de la façon dont les messages sont perçus en fonction de l'émotion du locuteur. Évidemment. Comme tu disais, la prosodie va être forcément différente en fonction des émotions. Si on prend deux émotions extrêmement opposées, la tristesse et la joie, si je suis triste, je vais avoir une parole qui sera plus monocorde. Et si je suis joyeuse, je vais avoir une parole bien plus mélodieuse et modulée. Et ça va jouer aussi sur ce que Lucie appelait les mécanismes aussi, puisque quand on crie, par exemple, on va générer des tensions musculaires beaucoup plus importantes au niveau des cordes vocales qui vont basculer sur des mécanismes différents, en fait, par rapport à une voix d'une personne calme ou une voix d'une personne triste qui va peut-être se relâcher musculairement et aller plutôt, par exemple, vers un mécanisme zéro. Donc, ces émotions jouent beaucoup aussi sur certaines propriétés de la voix. Et nous avons cette capacité, avec des intensités variables, à pouvoir reconnaître les émotions juste au son de la voix. Mais est-ce que c'est quelque chose, Éric Paturel,
qu'on arrive aussi maintenant à déceler mathématiquement quand on analyse, par exemple, un discours. Alors ça, je pense que c'est justement assez difficile, voire très difficile, et ça rejoint ce que tu disais sur les preuves au tribunal. Pour ce qui est de la reconnaissance, jusqu'ici, en tout cas, on a les succès qu'on a eus en reconnaissance, c'était plutôt du côté des phonèmes, et donc toute cette variabilité de hauteur de voix, liée aux émotions éventuellement, ça c'est plutôt quelque chose de... tout ce qui augmente la variabilité alors qu'on veut reconnaître une chose, c'est plutôt un handicap en fait. Donc du point de vue de la reconnaissance, c'est une variabilité trop grande qu'il faut quand même arriver à gérer pour arriver à reconnaître le phonème et ensuite arriver à reconnaître les mots qui sont prononcés. Je pense que cette variabilité-là, on peut arriver effectivement à la mesurer, mais arriver à l'interpréter, honnêtement, je ne sais pas si ça existe. C'est possible. Peut-être pas pour tout de suite, Voilà. tout du moins. Hush now, don't explain. You're my joy, my pain, my life. It's yours, love, don't explain. I'm complacent with the things you do. Darkness has a way of calling back to you. In the shadows is where we move. In the unknown with nothing to lose. This love is bittersweet. I feel the high come over my body. It makes me reckless. Something's telling me to turn away, but I don't wanna leave now. Hush now, don't explain. You're my joy, my pain, my life. It's yours, love, don't explain. This love is bittersweet. I feel the high come over my body. It makes me reckless. Something's telling me to turn away, but I don't wanna leave now. Hush now, don't explain. You're my joy, my pain, my life. It's yours, love, don't explain. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Et vous venez d'écouter Don't Explain de Tara Lillet et vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs avec nos invités Lucie Bevard, Olivier Crouzet et Éric Paturel où nous vibrons aujourd'hui au son de la voix. Alors Olivier Crouzet, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé depuis le début de l'émission finalement, c'est la fonction même de la voix. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a à un moment donné décidé d'utiliser de la voix plutôt que de communiquer par pierre qui se lance, par signaux de fumée, que sais-je? Évidemment, la première fonction de la voix, c'est de communiquer, c'est d'interagir avec nos congénères, en fait, avec notre environnement, avec notre entourage, transmettre des messages à des interlocuteurs,
que ces interlocuteurs comprennent nos messages, qu'en retour ils nous répondent. Mais ça a plein d'autres fonctions en fait. Dans le chant, évidemment, ça a une fonction artistique. Dans la poésie aussi. La poésie transmet pas forcément une information utile, mais elle transmet une information esthétique qui souvent passe par la voix. En fait, même si la poésie est écrite, elle peut aussi être déclamée, produite oralement. Et puis, je dirais aussi que la voix, elle peut avoir une fonction de création de contact, pas forcément linguistique, en fait. Le nouveau-né qui est pris dans les bras de son père ou de sa mère, en fait, ou de n'importe quelle autre personne, en fait, il y a souvent des interactions vocales. Et puis aussi, très très jeune, très très précocement, les nouveau-nés vont aussi produire de la voix pour échanger, pour interagir avec leur environnement, sans, là encore, que ça passe par des mots et par des phrases au départ. Donc la voix, elle joue un rôle dès que le fœtus a accès à un système auditif fonctionnel. Il peut entendre la voix de sa mère et puis certains sons de l'environnement. Et puis dès qu'il va naître, en fait, très rapidement, il va être amené à produire des sons, du babillage vocal qui n'ont pas de sens, mais qui jouent dans l'interaction, qui vont attirer l'environnement et qui vont lui permettre de communiquer, enfin d'interagir en tout cas. Donc il y a beaucoup de cultures, de sociétés qui utilisent la voix ou à minima le son pour communiquer, faire passer des messages. Est-ce qu'ils utilisent la voix de la même façon, c'est-à-dire que une voix grave est associée à telle émotion de façon universelle? Je pense que la réponse est non. Est-ce qu'une voix aiguë est forcément associée à un tel état émotionnel? Alors c'est sûr qu'il y a des différences. Après, il y a différents niveaux de point de vue sur ces différences. C'est certain que les différentes cultures, surtout à travers les cultures, les langues, utilisent la voix de manière différente. Les cas les plus connus, on va dire, si on les compare à notre langue ou aux langues occidentales auxquelles on est le plus souvent confronté, c'est par exemple les langues à ton, ce qu'on appelle les langues à ton. En fait, ce sont des langues comme le chinois mandarin, mais il y en a beaucoup d'autres dans le monde qui vont changer pour une voyelle, en fait, pour ce qu'on appelle un timbre vocalique, comme A par exemple, vont modifier des propriétés prosodiques, en fait, des propriétés de hauteur tonale de la voyelle pour différencier des mots, donc des catégories sonores. Donc par exemple, alors que pour nous, ma va avoir une seule signification, en chinois mandarin, par exemple, on va avoir 4 formes possibles de ma. Je vais en donner 2 exemples. Par exemple, ma et ma seraient 2 formes différentes qui n'auraient pas les mêmes significations. Les langues vont effectivement utiliser des changements différents pour différencier les catégories sonores. J'aurais tendance à dire que on a tendance à considérer qu'effectivement il y a des formes universelles, mais qu'en fait systématiquement on se rend compte que l'universel est remplacé par des constatations qu'il y a des variations en fonction des langues et des cultures. Ouais. Il n'y a pas de façon de parler universelle et de façon de communiquer Oui, universelle. je pense déjà la difficulté, c'est de caractériser c'est quoi physiquement la tristesse. Au niveau du son, qu'est-ce qui exprime la tristesse? Ça, c'est quelque chose qu'on est toujours, qui est loin d'être connu, compris. Le jour où peut-être on aura compris ce que la tristesse produit dans un son de manière claire, là peut-être on pourra se poser des questions d'universalité. Universalité, vaste débat dans lequel nous n'allons pas forcément rentrer aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la voix et la façon dont on la perçoit, la façon dont on la renvoie vers les autres est fortement codée, à la fois par mimétisme, par la société. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez dans votre pratique d'orthophoniste, Lucie Bevard? Oui, c'est sûr que je reçois de nombreux patients et patientes qui viennent pour essayer de
de modifier leur voix en fonction du regard qu'on porte sur eux, parfois aussi parce qu'eux-mêmes ressentent dans leur voix certains traits qui ne leur conviennent pas. Oui, la façon qu'on a de percevoir sa voix et également le regard que les autres portent sur notre voix peuvent amener certains patients à consulter. Oui. C'est une expression de soi, la façon dont on parle. Oui, tout à fait. Après, il y a différentes demandes qui peuvent m'être attribuées à ce sujet-là. Là, je vais rentrer dans le sujet de la transidentité. Il y a des personnes cis qui viennent me consulter parce que cet homme-là trouve que sa voix est trop efféminée et on le lui fait remarquer, ça le dérange. Je reçois aussi des femmes qui soit trouvent leur voix trop juvénile ou au contraire trop grave, on les met genre ça les dérange. Et je reçois également des personnes trans, donc des femmes trans ou des hommes trans qui là sont dans une réelle transition vocale et dans un souhait pour certains et certaines de modifier leur voix radicalement, d'autres souhaitant trouver une voix qui leur convient en étant moins attentif et attentive à ce que l'extérieur pourra penser de cette voix. Parfois, la voix peut être un symptôme d'un mal-être plus profond. On va partir, oui, sur un autre questionnement. Là, on peut parler de pathologie vocale, effectivement. Donc, la pathologie, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant, ça allait bien et aujourd'hui, ça va plus. Alors, le ça va plus, il est parfois audible, il est parfois très perceptible par l'extérieur. Ça peut aller de l'éraillement, ça peut aller jusqu'à l'aphonie. Là, vous parliez de problématiques parfois émotionnelles qui peuvent nous rendre aphones ou bien nous faire perdre un peu la voix sans qu'elle soit complètement perdue, mais disons en tout cas modifier la voix, mais pour des raisons émotionnelles. Mais il y a aussi des traumatismes vocaux qui vont modifier la voix et qui seront source de gêne et de perte de confort pour le locuteur ou le chanteur. Il y a aussi des gènes physiques. Des gènes physiques. Oui, tout à fait. Et assez étonnamment, on peut avoir des gènes physiques sans qu'il y ait aucune répercussion sur la qualité du son. Mais il y a aussi des patients qui viennent parce qu'ils ont mal ou parce que ça picote tout le temps ou ça gratte. Voilà, donc ça, ce sont des gènes qui sont plutôt reliés à un déséquilibre dans le geste vocal. Et donc, il s'agira avec ces patients-là d'aller travailler à percevoir la raison pour laquelle, à cet endroit-là, ça vient tirer et de chercher ensemble comment faire pour que ça ne gêne plus. Est-ce qu'il existe des pathologies spécifiques qui altèrent la voix? Vous avez parlé de polypes, je crois, qui peuvent se voir à l'examen des cordes vocales. Est-ce qu'il y a différents types de pathologies qui existent? Oh là, il y a plein de types de pathologies des cordes vocales, parce que, voilà, vous voyez bien que la pathologie, elle peut être même en dehors de troubles sur les plis vocaux. Mais alors, sur les plis vocaux peuvent se trouver plein de choses. Il y a des choses qu'on a à la naissance. On a certains enfants qui ont des voix un peu particulières. Si on prête l'oreille, on peut se dire, oh, ce petit bonhomme ou cette petite fille a certainement une particularité sur ses cordes vocales qui lui donne ce timbre vocal particulier. Après, il y a des lésions qu'on dit qu'on se constitue par un usage excessif de la voix, un mauvais usage, un usage excessif de la voix. Donc voilà, ça peut être le polype, ça peut être les nodules et tout un tas d'autres lésions. On peut penser aussi aux personnes qui fument et qui utilisent beaucoup leur voix, qui vont avoir aussi une modification de la structure de la corde vocale. Et c'est là qu'interviennent les thérapies ou la reconstruction? Alors c'est là qu'intervient la thérapie, c'est là qu'intervient parfois le geste chirurgical quand la thérapie ne suffit pas et que la demande du patient ou de la patiente n'est pas atteinte. Par contre, si on s'entend dans un casque et qu'on s'entend différemment que la voix qu'on entend à l'intérieur, faut pas s'inquiéter. C'est normal de s'entendre différemment que ce qu'on imagine. Non, ça, c'est tout à fait normal. Alors peut-être que mes compères là vont pouvoir l'expliquer.
Bah oui, en fait, on s'entend pas avec presque les mêmes capteurs qu'on entend les autres. On a beaucoup plus de capteurs pour s'entendre soi, ils sont placés très différemment vu qu'on est à l'intérieur. Donc ça fait effectivement on perçoit beaucoup de vibrations qui sont en fait les répercussions de ces vibrations sonores sur tout l'organisme finalement, enfin, une partie de l'organisme en tout cas. Et ça fait que notre perception de notre voix est très particulière. Et c'est assez fréquent, voire très fréquent, j'imagine qu'à la radio, vous avez l'habitude de ne pas aimer sa voix telle qu'elle est enregistrée par des dispositifs extérieurs. Voilà. En fait, on différencie deux types de conduction sonore, en fait, ce qu'on appelle la conduction aérienne et la conduction solidienne. La conduction solidienne, en fait, c'est la transmission d'un son à travers des solides. Donc, ça peut, par exemple, à travers les murs. Et dans notre corps, en fait, on a deux modes de transmission des sons. Il y a la transmission aérienne qui va diffuser le son par l'oreille, en fait, par le système auditif à travers le pavillon de l'oreille, le canal auditif, le tympan, et puis les autres organes, ce qu'on appelle les osselets, puis la cochlée. Et il y a aussi une transmission solidienne à travers les organes du corps, en fait, donc notamment à travers le système osseux. Et puis chez le fœtus, il y a le système digestif de la mère, en fait, tous les liquides en fait qui entourent le nouveau-né qui vont diffuser des sons. Et donc nous, quand on entend notre voix, en fait, on l'entend majoritairement à travers la conduction solidienne, à travers les organes, un petit peu à travers la conduction aérienne. Mais quand on entend sa voix diffusée à l'extérieur, en fait, c'est la voix qui a été captée par un micro, donc principalement par la transmission aérienne, et rediffusée par une enceinte par la transmission aérienne. Et donc, on n'a pas accès au même signal sonore. Mais il y a aussi, il faut voir aussi qu'il y a aussi la qualité du micro qui joue beaucoup. Et en radio, en général, il y a des bons micros. On entend la différence en radio, c'est vrai, entre un bon micro et un très bon micro, on va dire. Est-ce que pour conclure, on peut dire qu'on vibre différemment selon qu'on s'entend ou que l'on entend sa voix de l'extérieur finalement? Oui, en tout cas, notre système auditif vibre sur la base de stimulations qui ont des origines différentes ou dont la répartition en proportion est différente en tout cas. Et c'est la fin de notre émission consacrée à la voix dans le cadre de la Nuit Blanche des chercheurs 2023. Merci à nos 3 invités d'être venus en plateau aujourd'hui, Lucie Bevard, Olivier Crouzet et Éric Paturel. Une émission préparée et réalisée par Dounia Saez, à réécouter sur vos applications de podcast, ou vous pouvez nous retrouver évidemment sur labodessavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et puis évidemment, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.